Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Spécifique. La télévision française dans l'ensemble européen et mondial. Jérôme Bourdon. Toute démarche comparative du type de celle que j'engage ici comporte un double mouvement. Il s'agit d'abord de réduire un sentiment de spécificité apparente, typique des auto-évaluations nationales, puisque toute nation se construit sur l'affirmation de sa différence, alors que l'affirmation même de cette différence est un symptôme de la tendance à formater les nations de façon semblable, d'un bout à l'autre du globe. Par cercle concentrique, en allant du plus large, la télévision mondiale, puis moins large, l'Occident, puis l'Europe méditerranéenne, je vais donc m'employer à démontrer que la télévision française en général, et celle des années 60 et 70 en particulier, est donc beaucoup moins spécifique que ce qui s'est écrit et dès l'époque. Ainsi, la double affirmation fameuse de Georges Pompidou, président de la République, selon laquelle l'ORTF 1970, voire la télévision 1972, est la voix de la France. Spécifique d'un souci de contrôle dans un monde occidental plus démocratique? Au contraire, on le verra, banal à beaucoup d'égards. Mais il s'agit aussi de retrouver la spécificité à l'issue de la réduction, de mieux la cerner, parfois de façon inattendue. Ainsi, ce qui caractérise la télévision française, c'est peut-être moins le souci de contrôle politique qu'une puissante culture de la variété et du divertissement qui fait penser à l'Italie plus qu'à la Grande-Bretagne, ce qui surprendra peut-être de la part d'un pays qui a mis en avant plus volontiers sa culture littéraire et cinématographique. Quels que furent, les sentiments des critiques et des créateurs de l'époque étudiés, la fiction française ne fut pas, par rapport à des pays comparables, un genre majeur, ni par la quantité ni par le rayonnement au-delà des frontières. Au plan mondial. En partant du cercle le plus large, la télévision française des années 60 et 70 est une télévision publique nationale, comme l'immense majorité des systèmes télévisuels de la planète, et ceci à l'opposé des télévisions commerciales. À l'aube de la grande déréglementation des années 80, la télévision commerciale domine les États-Unis, et les grands networks américains exportent le modèle commercial dans leur arrière-cour latino-américaine, dans les failles des empires coloniaux européens, par exemple en Iran. J'insiste sur la dimension commerciale sans parler ici de concurrence, car à l'échelle globale, voire à certains égards dans l'espace nord-américain, la télévision américaine n'est pas fondamentalement concurrentielle, ou sous certains aspects seulement, et d'abord commerciale. De même, j'insiste sur l'aspect public national, et traiterai seulement dans un deuxième temps de la notion de service public, car à considérer la situation globale, la télévision française est d'abord publique nationale, et ajoutons-le, monopolistique. La notion de service public apparaît fragile et seconde par rapport à ses premières caractéristiques. Il y a des systèmes mixtes qui voient cohabiter une télévision publique nationale et une télévision commerciale, Australie, Japon. Sinon, les télévisions sont publiques. Ces télévisions publiques, dans l'ensemble assez peu libres politiquement, à la notable exception de l'Europe du Nord, lato sensu, incluant l'Allemagne, excluant la France, se rassemblent volontiers contre l'impérialisme américain dans une coalition hétéroclite où la France est en bonne place. On retrouve cette coalition en lisant la liste des contributeurs du rapport MacBride, 1980, qui plaida, on s'en souvient, pour un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, en anglais NWICO, New World Information and Communication Order. Il faut insister sur la dimension nationale, qui affecte les télévisions publiques et les services publics à l'identique, c'est-à-dire, répétons-le, la plupart des télévisions du monde de l'époque. Dans les États-nations vieux ou jeunes, officiellement, la télévision a vocation à mettre en image la nation. Ceci suppose une dimension de contrôle par les autorités publiques, et aussi un déni-refus des différences au sein de l'État-nation. Ce jacobinisme télévisuel est plus ou moins marqué. Il est puissant en France, où la régionalisation a été maintes fois proclamée, réduite pour l'essentiel à l'information, avec de modestes progrès dans les années 70, plus nets dans les années 80 mais très en deçà des ambitions affichées. Dans les années 60 et 70, les stations régionales sont d'abord des centres d'actualité, contrôlés plus encore que le journal parisien, et la télévision française fait une culture parisienne, qu'elle soit populaire ou élitaire,
la télévision poursuit le grand mouvement d'homogénéisation et de centralisation culturelle entamé très tôt en France. Les langues régionales sont tabous encore. On met en valeur le roman et le théâtre national, la culture nationale, Hugo, Stendhal, Marivaux, Molière, l'histoire nationale, la caméra explore le temps, de grands événements et des hommes remarquables. Quand on adapte la littérature universelle, c'est Shakespeare, c'est-à-dire le grand patrimoine occidental. La culture télévisuelle, au moins celle qui s'affiche et que les autorités publiques encouragent, est une haute culture, deux fois, liée aux autorités de la capitale ou du centre imaginaire du pays et reflétant une forme de patrimoine culturel, légitime, reconnu. Ici encore, la France est banale dans son nationalisme même. On retrouve ce mouvement dans l'ensemble des télévisions publiques européennes, dans le bloc communiste, mais aussi dans des pays très divers, de l'Asie à l'Afrique. Si le sentiment du patrimoine n'y est pas le même, il est d'invention plus récente dans les nations jeunes. L'idée d'une télévision consacrée à l'éducation et à la formation de la nation est partout présente. Shakespeare est un best-seller télévisuel mondial, après l'avoir été au cinéma. Le roman national du XIXe siècle est adapté en Italie, aux Philippines, en Russie soviétique. Insistons sur un autre point qui semble peut-être juré, sinon avec la notion de télévision publique, avec celle de service public. National veut dire aussi, pour les nations qui en ont les moyens, impérial. Les émissions françaises, le savoir-faire, la technologie sont exportés et une partie de la culture de l'Afrique francophone sera fait d'émissions françaises voire parisiennes, de documentaires sur Montparnasse, de Vidocq, de l'inspecteur Leclerc, deux séries policières des années 60 mises en scène par Marcel Bluval, etc. L'Europe des années 70, la France en tête, dénonce l'impérialisme américain mais pratique ses propres impérialismes haineux accent aigu aux coloniaux, qu'elle imagine plus bienveillants. Il y a un néocolonialisme télévisuel français, britannique, hollandais, portugais, que les historiens de la télévision ont négligé. Au plan européen, ou la vraie nature du service public. J'ai parlé de télévision publique nationale, et volontairement évité d'utiliser la notion de service public, par laquelle on commence souvent. On ne peut approcher le service public sans tenir compte de l'idéalisation rétrospective dont la notion fait l'objet, dans les années 80. Dans les années 50 et 60, le service public est une notion qui va de soi dans l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest, même si la notion, sous des formes diverses, se retrouve sur d'autres continents. De quand dater la première conceptualisation claire du service public de l'audiovisuel, Public Service Broadcasting? Il faudrait poser la question différemment pour chaque nation, car la notion ne se traduit pas aisément dans toutes les langues ainsi en arabe. On peut aisément considérer la Grande-Bretagne comme le premier pays où se mène une réflexion politique et juridique sur la notion. La Grande-Bretagne gardera sur le plan théorique et pratique cette avance, peut-être aussi parce que la télévision publique est très tôt confrontée, 1955, à une télévision commerciale. Lorsque viendra le temps de la déréglementation, les premières théorisations d'ensemble, détaillées, du service public viendront de Grande-Bretagne. Dans les années 50 et 60, les télévisions publiques sont anglophiles, ou plutôt BBC-philes. La charte de la BBC et ses 3 missions informer, cultiver, distraire, sont abondamment citées, mais tous les pays n'adoptent pas formellement la tripartition célèbre. Pour la France, on peut citer l'article 1er de la loi de 1964 qui fonde l'ORTF. L'ORTF assure le service public national de la radiodiffusion et de la télévision, en vue de satisfaire les besoins d'information, de culture, d'éducation et de distraction du public. On notera que dans la version française, l'éducation se fait aussi culture et l'on retrouve la dimension nationale. Mais les lois et les chartes que le fétichisme des textes juridiques, et le rôle pionnier des juristes font surévaluer, ne racontent qu'une petite partie de l'histoire. C'est dans les documents professionnels et syndicaux qu'il faut chercher un autre aspect essentiel, plus riche de l'histoire de la notion de service public, en incluant déclarations et textes de dirigeants attachés au service public comme John Wright ou Hugh Green au Royaume-Uni, Jean Darcy en France et Torre Barnabei pour Italie. Ces professionnels se mobiliseront dans les années 70, lorsque la réforme des services et entreprises publiques, et pas seulement de la radio-télévision, est à l'ordre du jour dans l'ensemble de l'Europe. Si les professionnels artistiques qui défendent le service public se situent généralement à gauche,
Ce n'est pas le cas des ingénieurs qui jouent encore un grand rôle dans l'époque considérée. Ils sont plus modérés. À leur côté, quelques rares universitaires. Les premiers à théoriser le service public sont des juristes. En France, on peut citer les travaux pionniers de Jacques Chevalier. Ce pourquoi on peut dire que le service public de l'audiovisuel et de la télévision est moins une doctrine politique ou juridique qu'un malentendu efficace entre des intentions au fond assez différentes. De la part des politiques, le souci de contrôler ou en tout cas de ne pas laisser trop libre un moyen d'information puissant, combiné pour l'essentiel à une assez grande indifférence pour le reste des contenus. Telle note du général de Gaulle sur une dramatique télévisée ne compense pas ce fait très général. De la part des professionnels artistiques, réalisateurs, producteurs de fiction et de documentaires avec un équilibre variable selon les pays, une véritable ambition éducative et culturelle, ainsi que le souci de promouvoir une forme d'expression nouvelle, un art nouveau proche du cinéma mais aussi en concurrence directe avec lui. De la part des ingénieurs, l'attachement au grand réseau technique. À nouveau, il faut pondérer selon les contextes nationaux, l'ingénieur est une figure de relief inégale, forte en France, en URSS, mais ailleurs. Ajoutez à tout cela le souci de défendre ou d'illustrer la nation, sans doute le trait le plus profondément commun à tous les participants au malentendu, et vous obtiendrez une notion hybride, le service public de l'audiovisuel qui fut puissante en Europe du Nord présente mais plus faible en Europe du Sud, car il faut maintenant situer la France au sein de l'Europe. En Europe méditerranéenne, un service public 2 fois faible, politisation et manque de financement. Au sein de l'Europe, la télévision française apparaît comme un service public faible et doublement faible, en raison de la politisation et de la faiblesse des ressources. À nouveau, ces faiblesses, dénoncées dès les années 60 comme très françaises, concernent un grand nombre de services publics européens. On dira, pour faire bref, qu'elles concernent l'Europe méditerranéenne, mais en se gardant de tous les stéréotypes et de toutes les théories sur la spécificité géographique, rarement libres de stéréotypes, qui viennent immédiatement à l'esprit. Ignorons donc la religion, catholique, dogmatique, qui aurait freiné la culture du consensus selon des théories politiques anciennes, voire le climat. Observons simplement des traits communs qui permettent d'opposer une télévision du Sud plus fragile, en réforme permanente, ceci en quasi-symbiose avec le système politique et dotée de peu de ressources, à une télévision du Nord plus riche et plus stable, que l'on trouve au Royaume-Uni, en Allemagne, en Scandinavie. Premier critère, la politisation, entendue comme le degré de pénétration de l'institution télévisuelle par les gouvernants sous toutes ses formes, de la grande réforme solennelle à la plus petite censure. La relation entre les gouvernants et les autres acteurs du processus politique, policy process, a été mise au centre des policy styles par plusieurs auteurs. Or, la relation avec les gouvernants est capitale pour la télévision, outil dont aucun État européen ne s'est désintéressé. En ce sens, toutes les télévisions sont susceptibles d'être politisées, et tout parti au pouvoir rêve de politisation. Toutes ont connu leurs affaires et leurs scandales politiques, ces moments où les pressions qui s'exercent sont dévoilées et font l'objet d'un débat où l'indignation domine. Partout les milieux politiques ont surveillé de près la télévision. La différence entre pays et entre époques tient à la capacité de la télévision à résister à cet intérêt, à ces intrusions. Ce critère permet donc d'opposer les télévisions politisées, au Sud, aux télévisions moins politisées qu'on se risquera à qualifier d'indépendantes, en se rappelant que cette indépendance est toujours relative. Le Nord. Au Sud donc, la politisation de la télévision naît de l'absence de stabilité du régime politique, de l'absence de consensus fort entre partis, notamment sur les institutions de l'information. Ceci mène à des pratiques étranges en démocratie, fort rarement théorisées car inavouables, d'appropriation par le gouvernement au gré des changements électoraux, dans une forme de consensus manichéen selon le mot d'Antoine de Tarlet, ce qui permet de rapprocher la France de l'Italie, mais aussi, malgré les différences, ces deux pays de l'Espagne dictatoriale où l'on retrouve dans les stratégies d'appropriation de l'information des arguments utilisés dans nos démocraties non consensuelles. Sur l'écran, cela se traduit par le non-respect des règles d'équilibre de parole entre les tendances, sauf en période électorale où les règles de la démocratie formelle s'imposent mieux,
par la place limitée donnée à des sujets qui fâchent, les succès de l'opposition, les conflits sociaux, les critiques des pays amis qui peuvent mener à des incidents diplomatiques. Et partout, l'on retrouve la tendance à retracer à longueur de journal télévisé, ou du moins au début, les hauts faits du chef de l'État et ou du gouvernement. Constamment menacée d'appropriation, cette télévision peut devenir non sans raison quelque peu paranoïaque. Elle soupçonne tout gouvernement de volonté de pénétration. Et les critiques de la télévision l'analysent volontiers à travers la seule politique, y cherchant partout les ordres secrets, les cabinets noirs, les censures avec ou sans raison. On a écrit ainsi l'histoire de la télévision italienne, portugaise, française. Le deuxième critère, le statut culturel de la télévision dans les pays concernés, renvoie non seulement à la place de la télévision dans chaque culture nationale, mais aussi à l'appréhension même de la notion de culture. Opposons ici les pays qui mettent en valeur la haute culture nationale comme modèle de toute culture. Au premier chef la France, on l'aura reconnu sans difficulté, où c'est le modèle de l'activité artistique qui hante la télévision, et les pays du Nord, où la télévision a pu forger un modèle différent, qui ne néglige pas la transmission de la culture, mais accepte les contraintes propres de la télévision comme média populaire. En d'autres termes, les pays où l'on peut parler une professionnalisation de la télévision, professionnalisation comme l'indépendance relative. Cette professionnalisation ne signifie pas nécessairement que la télévision sera pleinement acceptée. Le mépris des élites culturelles se retrouve sur tout le continent. Mais cependant, une forme de compromis avec la télévision put être trouvée autour de la notion éducative, lato sensu, au nord, alors qu'au sud, on n'a plus le sentiment d'un tout ou rien. La télévision doit servir la haute culture et si elle n'arrive pas, on fera le moment venu place libre à la concurrence puis à la privatisation. Un point crucial dans la comparaison entre Nord et Sud concerne sûrement la notion de vulgarisation, que l'italien appelle divulgazione, ce qui renvoie justement à la notion de révélation, de partage. Là où les connotations négatives sont fortes, comme en France, on peut craindre la présence de l'élitisme culturel. En ce sens, l'histoire de la télévision au Sud peut nettement s'analyser comme un échec. Car pensée sur ce mode idéal, art nouveau ou outil au service de l'art et de la culture, la télévision, pour le dire bref, a échoué. Elle s'est révélée très rapidement un média populaire, au simple sens où elle a eu un succès très fort dans les milieux les plus populaires, qui s'endettent, et font de lourds efforts pour acheter un téléviseur. Le simple mécanisme bourdieuin de la distinction, qui apparaît ici comme propre à certaines sociétés où la culture est pensée sur un mode hiérarchique avec dépendance mutuelle entre les niveaux de culture, l'a fait tomber bas dans la hiérarchie culturelle et l'a condamné au mépris des élites cultivées. Symptôme de cette évolution, les premiers critiques de la télévision qui la valorisent sur un mode artistique s'en sont détachés assez vite. Sur la carte, ces deux critères se recoupent. Ainsi, les pays où la télévision est peu autonome politiquement sont les pays où l'on tend à lui imposer un modèle de haute culture, reproduire la haute culture et la transmettre sans compromis. C'est le Sud, au plus proche du type idéal, la France. À l'inverse, au Nord, au plus proche du type idéal, le Royaume-Uni, une plus grande autonomie politique se combine avec une ambition culturelle peut-être plus modeste, mais la télévision jouit d'une plus grande autonomie professionnelle. On pourra donc opposer un style de télévision à la fois politisé et artistique, le Sud, et un style plus indépendant et professionnel, le Nord. Et l'on pourrait résumer l'opposition ainsi. Dans le style politisé et artistique, la télévision est à ce point fragilisée qu'elle n'est pas devenue une institution sociale, quels que soient les bâtiments qui l'ont abritée et les réformes qui lui ont été consacrées, comme la BBC l'a été, et dans une large mesure les demeurer jusqu'aux années 2000, elle est une institution qui a fonctionné et fonctionne encore sur le modèle de la crise permanente, ce dont Berlusconi au-delà des Alpes et Nicolas Sarkozy de ce côté ne sont que la plus récente illustration. Les genres forts d'une télévision faible. Pour préciser notre notion de service public faible, il faut entrer dans les genres. Si la critique de télévision a presque partout valorisé au premier temps de son histoire, la fiction, le genre qui se voulait le plus proche du cinéma, il est clair que cette volonté ne se retrouve pas dans le détail des grilles, et que la surévaluation de la fiction a conduit à écrire une histoire biaisée, proche du point de vue des réalisateurs.
L'oubli dans lequel ils sont pour l'essentiel tombés, relativement à d'autres formes d'expression, est symptomatique. L'héritage est sans cesse à redécouvrir, ainsi l'œuvre de Jacques Krier. Même si l'impact de cette redécouverte est modeste, il y a là une tâche importante pour les historiens de la culture télévisuelle. Ceci se traduit aussi dans les chiffres. Les années 70 sont le moment où l'on parle de la crise de la fiction, matérialisée en France par la crise de la SFP. Mais la hausse des coûts est générale, et les réticences de l'État à mettre des moyens au service de la fiction se retrouvent ailleurs qu'en France. Le rapport Santelli, en 1976, chiffre une première fois le déclin de la fiction originale. Plus tard, des recherches comparatives iront plus loin. Pour citer l'année qui clôt la période examinée dans ce colloque. En 1980, l'Italie produit moins de 200 heures de fiction originale, la France a un peu de plus de 400 heures de fiction originale de première diffusion, la BBC plus de 800, l'Allemagne plus de 1000. Depuis les chiffres ont remonté, mais vers des genres beaucoup moins nobles que la dramatique, mais l'écart demeure. Les décisions politico-économiques de jadis continuent de peser sur l'histoire de la télévision. À nouveau, la réforme Sarkozy est dans une continuité profonde avec les politiques de ces années. Où chercher alors l'originalité de la culture télévisuelle française ? Étrangement pour une télévision culturelle, c'est la variété de la variété qui frappe. Pour remplir les cases du prime time, dans la longue durée, la France a fait appel, comme l'Italie au même moment, aux films de cinéma, mais le filon ne suffit pas. On produit donc très tôt des jeux et variétés que la critique ignore ou méprise. Un groupe d'animateurs héritiers d'une culture de la radio commerciale très ancienne passe pour partie à la télévision. Pierre Bellemare, Jacques Antoine pour citer deux inventeurs majeurs de dispositifs. Ils inspirent assez peu des dispositifs américains, à la différence des producteurs italiens, espagnols et même allemands de l'époque. Parmi les rares copies de dispositifs, on peut citer la Candid Camera. En France, la caméra invisible, qu'Igor Barrère rapporte d'un voyage aux États-Unis. Il s'agit d'un dispositif très largement copié en Europe, voire au-delà. On cherche aussi dans la variété des formes de compromis avec la haute culture, une sorte de culture moyenne, dont Jacques Chancel et le Grand Échiquier sont un très bon représentant. Paradoxalement donc, la télévision française qui se veut culturelle est comparativement une télévision très tôt populaire, au moins par le privilège donné à certains genres. Autre surprise dans cet examen comparatif, un autre genre qu'il faut citer dès avant la relative libéralisation par la concurrence avec toutes ses limites, des années 80 est l'information. Après le succès des grands magazines d'information des années 60, les années qui suivent l'éclatement de l'ORTF voient une multiplication des éditions du journal télévisé, des débats, le renouveau des magazines, la découverte de nouveaux types d'information, l'information de service. Ici, il faudrait vérifier si la France fut spécifique, ou si le phénomène n'a pas été européen, voire en partie international, encouragé par la politique et la technique. Les années 70 sont des années de débats idéologiques et de politisation, et même une télévision relativement contrôlée en fut affectée, et la technologie de l'information est alors en plein progrès, avec le développement spécifique de l'enregistrement vidéo pour l'information, le NG autour des années 1977 et l'usage croissant du satellite. En conclusion, on soulignera donc ce que l'examen comparatif à plusieurs niveaux réserve de surprise à l'historien. Il faudrait ici comparer non seulement entre pays, mais au sein de chaque pays, comprendre comment la télévision a été inscrite dans les politiques culturelles. On a parlé à l'envi de l'originalité de la politique culturelle française, de l'investissement dans les musées ou le cinéma, avec une volonté de rayonnement international. Mais c'est au fond accepter une conception étroite de la culture. Considérons l'investissement que la Grande-Bretagne fit, par BBC interposé, dans une autre forme de politique culturelle, et l'on mesure alors l'élitisme culturel français, dont la faiblesse de la télévision, média trop populaire, apparaît comme une contrepartie. Décentralisation de la radio-télévision et diversification des contenus. Cécile Simoni. De près, on se comprend mieux. Tel est le slogan de France 3, cette proximité n'a pas toujours été l'objectif recherché, qu'il s'agisse de radiodiffusion ou de télévision. En effet,
Jusqu'en 1981, l'État a gardé le monopole sur la radio-télévision. Il a fallu attendre les années 1970 pour que les choses commencent à évoluer. Cette décennie a été marquée par un décalage entre radiodiffusion et télévision, concernant aussi bien la décentralisation que la diversification des contenus et la place donnée aux auditeurs et aux téléspectateurs. S'agissant de la décentralisation, elle est effective dès 1974 à la télévision à la suite de l'éclatement de l'ORTF, alors qu'il faudra attendre 1979 pour voir apparaître une véritable radio décentralisée. Ceci est assez étonnant lorsque On sait que les deux médias étaient tous les deux gérés, au niveau régional, par la même Société nationale de programme, FR3, France Région 3, créée par la loi de 1974 et qui gère et développe les centres régionaux de radio et de télévision. Pourtant, cette situation s'explique par le fait que, concernant la radiodiffusion, une autre société nationale de programme, Radio France, est également créée, en 1974, pour assurer la conception et la programmation des émissions radiophoniques. Plus précisément, c'est elle qui gère le réseau de diffusion pour les radios nationales et elle a l'obligation, dans son cahier des charges, de consentir des tranches horaires de décrochage à FR3 qui gère les radios régionales. Cette double tutelle rend la décentralisation à la radio illusoire et inefficace. FR3 est constamment tributaire de Radio France, dont elle emprunte les réseaux, pour la diffusion des radios régionales. Pour la télévision, la situation est différente puisque seul FR3 gère la télévision régionale, qu'il s'agisse de la conception des programmes ou de leur diffusion. S'agissant de la diversification des contenus, c'est la radio qui a été la première à vouloir, dès 1969, adapter ses contenus par rapport aux attentes des auditeurs. Elle s'est intéressée aux questions sociales alors que la télévision est restée discrète sur ce sujet et sur beaucoup d'autres jusqu'à la fin des années 1970. Dans un premier temps, nous avons donc une radio qui s'est diversifiée alors même que l'État réaffirmait son monopole et n'envisageait pas une réelle radio publique décentralisée. Puis, d'une manière complètement inversée, nous avons une télévision qui, tout en restant le monopole de l'État, s'est décentralisée par la création d'une télévision régionale, mais qui a mis davantage de temps pour se diversifier. La diversification des contenus à la radio, une lutte pour la décentralisation. La diversification des contenus à la radio s'est amorcée avec l'apparition des premières radios Pirate 21, qui ont lancé un signal à l'État pour une diversification des contenus. La réponse de l'État, qui a vu son monopole atteint, a été la création de véritables radios locales afin d'apporter une diversification des contenus. Les premières radios pirates sont apparues, en France, dès 1969. La première véritable radio pirate, faisant prendre conscience à l'État que son monopole était menacé, a été Radio Verte en 1977. Mettant en évidence l'insuffisance des radios régionales existantes, les radios pirates se sont alors multipliées et ont rapidement traduit la volonté de leurs auditeurs. La loi du 7 août 1974, tout en réaffirmant le monopole de l'État sur la radio-télévision, a créé la Société France Région 3, FR3, chargée, notamment, de la gestion et du développement des centres régionaux de radio. La vocation de FR3 au niveau des radios régionales est de produire et réaliser, dans ces centres régionaux, des émissions d'information quotidiennes de caractère régional, ainsi que des magazines rendant compte de l'actualité régionale. En revanche, les moyens techniques pour assurer la diffusion de ces émissions sont affectés à Radio France. Dès lors, les contraintes techniques sont évidentes. FR3 est tributaire de Radio France puisqu'elle produit et réalise les émissions, mais c'est Radio France qui doit consentir des tranches horaires pour leur diffusion. De plus, les programmes doivent être diffusés presque exclusivement dans la matinée et les auditeurs devront passer d'un réseau à l'autre pour écouter le même programme. Ceci empêche donc une bonne identification de la radio régionale par le public. Ces contraintes techniques deviennent alors des contraintes pour les auditeurs qui estiment que les radios régionales sont trop généralistes. FR3 ne peut pas toujours adapter ses programmes aux événements régionaux au moment où ils se produisent et les retransmissions en direct sont exclues puisqu'elles dépendent de l'autorisation de Radio France. Enfin, il arrive souvent que Radio France refuse de donner son autorisation estimant que les programmes proposés, au niveau régional,
sont incompatibles avec sa propre programmation nationale. Tous ces éléments démontrent l'insuffisance de la radio régionale, qui reste trop éloignée des préoccupations locales et privilégie les contenus nationaux. Une tendance générale se dégage dans l'opinion, un besoin profond de communication locale, marqué par le désir de retrouver ses racines et de s'exprimer sur des problèmes concrets de la vie locale. Tous ces aspects manquent cruellement dans les radios régionales qui restent trop généralistes. C'est dans cette atmosphère d'insuffisance que les radios pirates sont nées, traduisant ainsi la véritable volonté des auditeurs. La volonté des auditeurs. Les premières radios pirates. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.